Bonjour tout le monde, c'est Julien, merci de prendre les quelques minutes de la mi-temps de votre match de foot de la compétition de l'Euro pour regarder le 28 batteur. C'est parti. Alors pour cette émission j'avais une thématique claire au départ, c'était la question qu'est-ce que c'est que l'œnologie moderne. Dans mon esprit, je me dis que s'il existait une œnologie moderne, il devait forcément y avoir une œnologie plutôt rétrograde. Donc je me suis lancé dans la recherche d'infos sur l'histoire de la vigne et du vin. Et entre parenthèses, je vous invite vraiment à lire l'article complet de Wikipédia qui donc s'intitule Histoire de la vigne et du vin. Pour information, Wikipédia, c'est pas forcément un outil que je mets beaucoup en avant parce que la fiabilité des sources n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. Mais là pour le coup il y a beaucoup quand même du livre de Hugh Johnston, hein. Alors je fais pas l'apologie de Johnston non plus, mais c'est vrai que les faits étant avérés c'est plutôt intéressant. Vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez ensuite aller y jeter un œil plus complet. Donc voilà, c'est parti, je commence à faire ma petite lecture. Je reviens très longtemps en arrière, très longtemps, non pas si longtemps que ça non plus. Voilà, la première civilisation qui maîtrise donc la culture de la vigne et l'art de faire du vin, ce sont les Égyptiens. Premier choc, donc les Égyptiens faisaient bien du vin et en plus l'aromatisaient avec de la myrte ou avec des épices, des herbes et des choses comme ça. Donc déjà, si ça c'est pas être moderne. Deuxième choc, on trouve sur des vestiges donc, de fouilles archéologiques des amas de pépins de raisin. Les premières pratiques de l'œnologie existaient puisqu'on pratiquait la macération. Qui vient de dire que la macération rendait sourd? Donc du coup, mon concept de base, voulant en parler de l'œnologie moderne, tombe à l'eau. A bientôt, ciao. J'ai quand même continué mes lectures jusqu'à aujourd'hui et donc il s'est dessiné en fait un nouvel axe donc, de réflexion. Je me suis rendu compte en fait que l'œnologie et la fabrication du vin a toujours suivi l'évolution de l'homme dans sa quête impérialiste, voire grégaire. Et donc cette vision de l'œnologie donc, au service d'un État ou d'un empire pour asseoir sa puissance territoriale ou sa puissance culturelle, cette définition-là, elle était très loin en fait d'une définition que j'avais déjà donnée il y a quelques vidéos de ça, une définition de la RVF qui était assez poétique, hein, l'œnologue qui était donc ce chimiste qui aidait à la destinée du vin. Hein. Là, je trouvais intéressant en fait de balancer un petit peu le côté très donc poétique donc de l'œnologie qui est là donc pour servir le produit, avec une œnologie qui servait plutôt des intérêts qui sont pas forcément ceux purement de la dégustation du vin. Donc je vais vous présenter plusieurs points pour étayer mes propos. À peu près 1000 ans après les Égyptiens, les Grecs donc, maîtrisent l'art de la navigation, ce sont de grands commerçants, et donc ils cherchent à s'étendre sur tout le pourtour méditerranéen. Et une des façons qu'ils vont trouver pour installer les populations, faire rester les populations sur les territoires et donc devenir sédentaires, c'est la culture de la vigne. Donc la première idée c'est ça, c'est l'œnologie et donc la fabrication du vin. Je parle d'œnologie mais en fait hein, on a bien compris que c'était pas uniquement donc l'aspect technique chimique, hein, je parle œnologie dans l'idée vraiment fabrication, production du vin, hein, vous m'en voudrez pas j'espère. Et donc on voit bien que l'idée principale donc, de la culture du vin, ce n'est pas forcément pour le plaisir de la boisson en elle-même, mais c'est déjà surtout pour aider donc l'Empire grec à s'installer sur des territoires. Deuxième époque importante, donc après l'Empire grec, c'est l'Empire romain qui poursuit donc cette tradition de la culture de la vigne sur les territoires donc qu'il conquiert. Alors on va s'arrêter sur la Gaule de l'époque, hein. Les vignobles continuent de se développer, du Languedoc jusqu'à Bordeaux, jusqu'à la Loire. Et à cette période-là, c'est la pratique donc, du pressurage qui se développe le plus. Et ces pressoirs vont vraiment permettre donc, à l'Empire romain d'asseoir vraiment son autorité sur les territoires donc, où la vigne est cultivée. Pour la petite info, il faut savoir qu'à l'époque, on consommait surtout des vins blancs, beaucoup plus que des vins rouges. L'Empire romain, c'est la même continuité qu'avec l'Empire grec.
On est toujours dans la recherche donc de maîtrise des territoires, de contrôle des territoires par l'agriculture et notamment donc la viticulture. Malgré ça, on voit quand même donc que les pratiques évoluent et qu'ils essayent quand même d'augmenter la qualité des vins au fur et à mesure. On passe dans le Moyen-Âge français. Et là, c'est l'Église qui va donc s'octroyer le droit en fait de produire du vin. Et là, on voit apparaître la nouvelle forme d'emprise dont j'essaye de parler un petit peu depuis le début. C'est l'emprise donc du culte. L'Église en fait donc s'approprie donc tous ces pressoirs, utilise la place des villages pour mettre le pressoir au milieu et donc presse pour le compte des agriculteurs les raisins. Par contre, récupère donc eh bien une taxe sur ce qui est pressé. Cette taxe servant bien sûr eh bien, à faire évoluer le culte catholique en France. Plus besoin d'aromatiser les produits, les vins sont bons tels quels. Donc, on a donc cherché à rendre les vins de meilleure qualité puisque à l'époque du Moyen-Âge, quand les villes ont commencé à se développer, l'insalubrité était telle que l'eau était souillée et qu'on préférait donc boire du vin plutôt que de l'eau uniquement pour des raisons de santé. C'est à partir du Xe siècle quand les Girondins donc commercent avec l'Angleterre par voie maritime donc, et notamment vendent leur vin, principalement leur vin. Mais on commence à s'apercevoir que d'autres pays produisent aussi des vins que les Anglais préfèrent. Ils les trouvent plus légers que les vins français qui étaient assez capiteux. Donc, pour pallier à ce problème de concurrence, eh bien, on demande aux œnologues de trouver des solutions pour rendre les vins français plus clairs et donc plus appréciés par les consommateurs anglais pour que le business puisse reprendre et pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans les caisses donc, de la région et pour pouvoir rester à distance du territoire français. Donc on va dire qu'on a une sorte de statu quo jusqu'au XVIIe siècle et donc là des nouvelles évolutions œnologiques, technologiques, signé Arnaud de Pontac, le propriétaire à l'époque du château Aubryon. C'est lui qui va donc découvrir l'utilité du houillage et du soutirage, puisqu'en fait il suit l'évolution technique des méthodes d'embouteillage, notamment l'utilisation de la bouteille en verre et des bouchages en liège. Le fait de pouvoir conserver plus longtemps les vins français va vraiment donner un avantage à notre viticulture. C'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir aux notions de terroir. Puisque vu que l'on bouchait des vins en bouteille sur des zones plus spécifiques que ce que l'on faisait avant, eh bien commencent à apparaître en fait des caractéristiques par zone. À partir de là, ça va continuer un petit peu à s'enchaîner jusqu'à l'avènement donc des appellations d'origine contrôlée qui ont été créées par le baron Leroy. Alors attention, il ne faut pas s'y méprendre de trop non plus. Le système de création des appellations d'origine donc arrive à la période donc, de la crise du phylloxéra, vers 1870 à peu près. Et c'est sous l'influence de Napoléon à l'époque qui demande donc eh bien, aux œnologues de trouver des solutions pour éradiquer le commerce donc, des faux vins. Vous savez ce qu'on faisait à l'époque avec des petites baies rouges qui n'étaient absolument pas du raisin. À l'époque, il y avait besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, donc il demande vite à ce qu'on trouve des solutions. Donc outre le célèbre classement de 1855, c'est ce système de création des appellations qui va permettre encore une fois de plus donc d'asseoir la réputation des vins français à travers le monde et de redorer le blason de nos productions. Pour que bien sûr la commercialisation puisse continuer et pour que l'État puisse continuer de récupérer aussi de l'argent à travers ce commerce. Alors la dernière utilisation, on va dire stratégique donc de l'œnologie, ce sera plutôt on va dire la guerre culturelle, la fameuse par exemple exception culturelle française. Quand on connaît ce que représente le marché du vin à l'export pour la France, on comprend bien tout l'intérêt que donc l'État peut avoir à ce que le vin continue à rayonner à travers le monde. Actuellement, il y a un combat au niveau européen donc, pour faciliter donc, les pratiques de la viticulture en Europe. Et si vous regardez bien, il y a des gros débats, des très forts débats actuellement pour conserver donc, la tradition française. On voit bien tout l'enjeu que le vin représente politiquement.
Donc voilà, à travers ces quelques points, j'espère que voilà, vous aurez un petit peu compris l'idée. Alors vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez donc la version de l'onologie plutôt typée poétique, ou est-ce que vous préférez aussi la version plutôt économique ou impérialiste, ou est-ce que vous pensez bien que c'est un savant mélange des deux choses et que c'est très bien comme ça? Dites-moi tout ça dans la zone commentaire en bas. Je vous dis à très bientôt. Je reviendrai avec une V-News pour quelques infos, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses ces derniers jours. Et puis pour la prochaine émission 28 batteurs, allez sur ma page Facebook et vous verrez, il y a les différents thèmes qui seront développés dans les prochaines émissions. Allez, ciao!